Bonjour tout le monde. Merci d'être venu malgré le week-end prolongé. Alors, je vais parler relativement rapidement. Je vais juste donner quelques pointeurs sur les problèmes d'optimisation. Donc, ça va reprendre un peu ce dont a parlé, les sujets dont a parlé Yann Olivier la dernière fois. Je vais parler environ 25 minutes. Ensuite, je passerai la parole à Cordélia Schmidt de l'INRIA et ensuite Sami Bengio de Google Research. Donc je vais parler un petit peu d'optimisation et donner un peu d'intuition sur les problèmes de géométrie qui se passent dans l'optimisation des réseaux de neurones. J'en avais parlé un petit peu par ailleurs, mais je pense qu'il faut rappeler quelques principes. Alors, comme on a parlé Yann Olivier la dernière fois, quand on utilise du gradient, de la minimisation par gradient, dans le cas du gradient batch, on a toujours le moyen de calculer un pas de gradient optimal, en tout cas en une dimension qui est relativement simple. Il suffit simplement d'écrire que lorsque la fonction de coût est quadratique, pour déterminer le pas de gradient qui nous emmène directement au minimum, il suffit de en fait, inverser la dérivée seconde, donc la courbure de la fonction de coût. Donc il y a un pas de gradient optimum dans le cas du gradient batch, donc pas stochastique, et dans le cas unidimensionnel. Le cas multidimensionnel, en fait, est simplement plusieurs cas unidimensionnels mis bout à bout, mais pas forcément dans un espace qui est facile à identifier. Il peut y avoir des rotations par rapport à l'espace de représentation. Donc, je vais prendre un exemple très simple ici. Si on prend une unité à 2 entrées, et on l'entraîne avec, disons, à faire une classification, mais par moindre carré, donc avec une variable à prédire qui est binaire, plus 1 ou moins 1, et puis on prend le produit scalaire entre l'entrée et le vecteur de poids. Et on a deux classes qui sont des distributions gaussiennes, chacune avec une moyenne particulière, mais disons la moyenne totale est 0. Donc dans ce cas-là, la matrice SIN, donc la matrice des dérivées secondes de la fonction de coût de ce coût quadratique, en fait, c'est simplement la matrice de covariance des entrées. C'est très facile à montrer. Et il s'avère que la fonction de coût a cette forme-là. Donc ça, c'est dans l'espace des poids, les deux poids qui rentrent dans cette unité. Et la raison pour laquelle la courbure est plus élevée dans cette direction que dans cette direction, donc ça, ce sont les ellipses qui sont les lignes de coût constants. Donc la courbure est plus élevée dans cette direction-là que dans cette direction-là, simplement parce que la variance de données est plus importante dans cette direction-là que dans la direction opposée. C'est à peu près aussi simple que ça. Et donc, comme la variance est plus élevée, en fait, ça donne un terme important, donc un vecteur propre dans cette matrice de covariance qui est assez important dans cette direction, qui est beaucoup moins important dans l'autre direction orthogonale. Et ces directions propres de ces ellipses, en fait, correspondent aux vecteurs propres de la matrice de covariance. Alors là, on utilise le gradient batch pour voir comment ça marche, avec un pas de gradient relativement faible, et à chaque passage sur l'ensemble d'apprentissage, là, on change de couleur pour montrer comment se passe la convergence. Donc là, c'est un pas de gradient relativement petit qui permet la convergence. Ici, par contre, le pas de gradient est un peu trop grand, donc ça diverge dans une direction, mais ça continue de converger dans l'autre direction. Mais bon, ça nous avance pas beaucoup. Alors si on passe au gradient stochastique, donc ça c'est toujours le batch, et là c'est gradient stochastique. Donc le gradient stochastique ici, à chaque passage sur l'ensemble d'apprentissage, on fait en fait beaucoup plus que simplement une mise à jour, et donc ça progresse beaucoup plus vite. En fait, c'est dû à la redondance dans les données. Hein. C'est pour ça qu'on utilise le gradient stochastique. Donc le gradient stochastique, en moyenne, converge beaucoup plus vite, particulièrement quand l'ensemble d'apprentissage est très grand. Malheureusement, il y a toujours des fluctuations à la fin. Donc pour diminuer ces fluctuations, il faut faire décroître le pas de gradient, ou alors il faut utiliser des techniques du style techniques de momentum ou des techniques de ce qu'on appelle average SGD, qui consistent à en fait ne pas rapporter à la fin comme solution la dernière configuration du vecteur de poids, mais en fait une espèce de moyenne mobile des configurations précédentes au cours du temps.
Alors donc, ce que ça montre tout ça, c'est que si on voulait converger assez rapidement, il faudrait en fait des pas de gradient différents dans chaque direction, mais bien sûr c'est un peu compliqué à faire parce que ces directions ne sont pas alignées aux axes, et donc ça consisterait à inverser la matrice de covariance. Et de toute façon, ça ne marcherait que dans le cas où la fonction est convexe ou presque quadratique, donc ce qui n'est pas du tout le cas pour les réseaux multicouches. Donc voilà ce qui se passe pour les réseaux multicouches. C'est le plus simple des réseaux multicouches qu'on puisse imaginer. Il a une entrée, une unité cachée, une sortie. Et on va l'entraîner simplement à calculer la fonction identité avec un moindre carré. Donc c'est très très simple. Il y a un seul exemple d'apprentissage, c'est l'entrée est égale à 1, la sortie est égale à 1, la sortie désirée est égale à 1. Et donc la fonction de coût, c'est 1 moins la sortie du système, qui est 1 multiplié par W1 multiplié par W2, c'est-à-dire c'est ça la fonction de coût. D'accord ? Donc c'est vraiment le système le plus simple qu'on puisse imaginer avec deux couches. Et voilà la forme de la fonction de coût dans ce cas-là. Donc là, ce sont les lignes de coûts égaux. En fait, là, j'ai menti un petit peu, c'est-à-dire que cet exemple-là en particulier, il y a une sigmoïde au milieu. Dans cet exemple-là, en fait, qui est une représentation 3D de ça d'une certaine manière, là, il n'y a pas de sigmoïde. Alors la solution, en fait, est une hyperbole. C'est clair que pour que la sortie soit égale à 1, il suffit que W1 soit égal à une valeur et W2 soit égal à 1 sur cette valeur. Donc ça veut dire que la solution est une hyperbole. On a deux minima locaux, mais ces minima locaux, en fait, sont équivalents. Si par symétrie, on peut choisir l'un ou l'autre, ça n'a aucune importance. À chaque fois qu'on a une symétrie, donc on peut échanger W1 et W2 sans changer le résultat. De même, si on avait plusieurs poids qui rentrent dans un... si on avait plusieurs unités cachées, on pourrait échanger deux unités cachées tout en gardant leur poids. Et ça créerait une symétrie qui ne change rien à la solution. Et clairement, entre les deux, il y a un col à passer. Donc à chaque fois qu'il y a un col, à chaque fois qu'il y a une symétrie, il y a un col, c'est-à-dire un point sel. Et comme il y a beaucoup de symétrie en fait, dans des gros réseaux, à cause de la combinatoire d'échanger les unités, ça conduit au fait que le nombre de points sel dans la fonction de coût d'un réseau de neurones multicouches en fait, est énorme, gigantesque. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble la convergence du gradient stochastique pour cette chose très simple ici, dans laquelle on a une sigmoïde au milieu. Donc si on part d'un point qui est ici, très très vite on va se retrouver près de la solution et puis ensuite on va osciller autour. Si on part de là où c'est plus plat à cause de la sigmoïde, ça prend un petit peu plus de temps. Et puis il y a ce phénomène amusant que en fonction du point de départ, on va trouver un minimum local différent. Mais en fait, ça n'a aucune importance quel minimum local on trouve, parce qu'ils sont tous les deux équivalents dans ce cas-là. Alors, ça a été un argument utilisé contre les réseaux de neurones assez multicouches, assez important dans les années 90, de gens qui disaient « mais c'est pas convexe, donc on n'a pas de garantie que le système va converger ». En fait, il s'avère qu'après, il y a pas mal d'études qui ne sont pas vraiment très très formelles pour l'instant, mais qui commencent à le devenir un peu, qui montrent que la géométrie de la fonction de coût en haute dimension est telle qu'il y a peut-être beaucoup de minima locaux, il y a beaucoup de points sel, mais pratiquement tous les minima locaux sont équivalents. Alors je vais vous montrer un exemple de ça. Enfin disons une tentative de montrer ça de manière un petit peu formelle, qui fait des approximations horribles, donc c'est pas très très formel, mais je vais quand même en parler un petit peu. Alors donc si on prend un réseau multicouche tel qu'on les utilise aujourd'hui, qui est en fait donc une succession de matrices, il y a une entrée, on multiplie par une matrice, et puis aussi on met une fonction ReLU, donc le max de x est 0. Donc on peut voir ça comme une espèce de switch quoi, qui choisit entre ne pas connecter cette unité. Donc cette unité peut être dans cette zone-là si son entrée est négative, ou peut être dans la zone linéaire. On peut en fait un peu simplifier le problème, ou pas simplifier le problème, mais disons le représenter d'une manière intéressante, ce qui est que la fonction entrée-sortie de ce réseau en fait, peut être vue comme une somme sur tous les chemins de la contribution de chaque chemin. D'accord ? Donc si on prend la relation entrée-sortie, par exemple, entre l'entrée 3 et la sortie, il y a tout un tas de chemins qu'on peut prendre entre cette entrée et la sortie, et chaque chemin contribue l'entrée multipliée par tous les poids sur le chemin, et tout ça est ajouté, toutes ces contributions sont ajoutées linéairement à la fin. Il y a une petite
une petite complication qui est bien sûr, certains de ces chemins vont être désactivés parce qu'une des unités sur le chemin est dans la zone plate. Donc il y a une espèce de variable binaire d'activation qui va déterminer ça. Mais d'une certaine manière, on peut écrire que la sortie va être la somme sur tous les chemins d'une variable indicatrice qui indique si le chemin est activé, qui malheureusement dépend de tous les poids et toutes les entrées, mais bon, on va voir ça plus tard. Ensuite, on fait le produit sur le chemin de tous les poids et on multiplie ça par l'entrée correspondante. D'accord ? Donc c'est la relation entrée-sortie sommée sur tous les chemins. Donc on peut voir que c'est un espèce de polynôme en W dont le degré est le nombre de couches, mais avec la différence qu'il y a ces fonctions indicatrices là, qui sont un petit peu ennuyeuses. Il n'existe pas si le système est linéaire. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la fonction de coût. Et en fait, si on utilise une fonction de coût du genre hinge loss, donc une fonction de coût qui elle-même est une espèce de ReLU, qui considère la sortie désirée, on peut écrire la fonction de coût de la même manière. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que maintenant, cette variable indicatrice prend en compte aussi la sortie désirée. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça, en fait, à la fin, qui est que la fonction de coût est la somme sur les chemins du produit de tous les poids sur le chemin multiplié par une variable qui tient compte de l'entrée et qui peut être 0 dans le cas où le chemin en question est désactivé. D'accord ? Donc c'est une espèce de collection de polynômes, d'une certaine manière, qui sont activés, qui dépendent de quel sous-ensemble de ces coefficients sont activés. Et en fait, il s'avère qu'il y a des résultats théoriques dans la théorie des matrices aléatoires sur les propriétés de ce genre de polynômes. Alors malheureusement, c'est dans le cas où ce coefficient est gaussien, c'est-à-dire tiré de ce qui s'appelle GOE. Et dans ce cas-là, en fait, les statistiques des points CEL et des minima locaux et maxima, etc., de ces fonctions peut être calculées dans la limite où le nombre de variables est très grand. C'est ce qu'on appelle en physique ou en probabilité des verres de spin sphériques. Alors, donc ce que disent ces résultats, c'est que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des articles de Gérard Benarous, qui est le directeur du Courant Institute à NYU, qui était à l'école normale avant, et qui montre que le nombre de points CEL dans ce genre de fonction est absolument gigantesque, combinatoirement grand, et qui montre que tous les minima locaux, en fait, ont une valeur de la fonction objectif, donc de la fonction en question, qui est très très étroite. C'est-à-dire que si on fait l'histogramme du nombre disons en fonction du niveau de la fonction objectif, la fonction de coût, combien de minima locaux sont à une énergie particulière, enfin un niveau particulier, en fait ils sont tous regroupés dans une bande très très étroite. Ce qui fait que, en fait, tous les minima locaux sont quasiment équivalents. Il n'y a pas d'importance. On va en trouver un, on ne sait jamais lequel, mais celui qu'on trouve n'a pas d'importance, ils sont pratiquement tous équivalents. Il y a un certain nombre de minima locaux qui sont à des niveaux d'énergie plus élevés, mais ceux-là, en fait, sont en très petit nombre, et donc la probabilité de retrouver coincé dedans, en fait, est extrêmement faible, exponentiellement faible. Et on vérifie ça un petit peu quand on fait des expériences, quand on entraîne des réseaux de neurones, donc ça c'est avec des tailles c'est un réseau de neurones à une couche cachée simplement, et on fait varier le nombre d'unités cachées. Et ce qu'on voit, c'est que quand on répète l'expérience des centaines de fois, donc c'est avec MNIST réduit à la dimension 10 par 10, on se retrouve avec un histogramme. Donc ça, c'est l'histogramme des valeurs de la fonction de coût à la solution obtenue par l'apprentissage, en refaisant l'apprentissage de nombreuses fois à partir de configurations de démarrage différentes. Et en fait, ces niveaux d'énergie sont extrêmement
rapprochées, c'est-à-dire qu'on obtient toujours des solutions qui sont relativement équivalentes du point de vue du niveau d'énergie. Et ce qui est plus intéressant, en fait, c'est que même si elles sont un petit peu différentes, du point de vue de l'erreur de généralisation, donc ça c'est en fait l'erreur sur le test set, ça fait très très peu de différence. Et la différence est d'autant plus faible que le réseau est grand, ce qui est quand même amusant. C'est un peu contre-intuitif d'une certaine manière, parce que les statistiques nous diraient que plus on fait grossir le réseau, plus on a de problèmes de surparamétrisation, d'overfitting, et donc on devrait avoir une disparité plus grande des erreurs sur le test set, mais en fait ce n'est pas du tout ce qui se passe. On assiste à une espèce de regroupement, de concentration des erreurs de test set à mesure qu'on augmente la taille du réseau. C'est quand même bizarre. Donc ça sont les résultats théoriques, mais je vais sauter ça. Alors, je vais parler très très brièvement d'une technique qui est utilisée, qui commence à être utilisée un petit peu largement pour l'optimisation à grande échelle des réseaux de neurones de grande taille, disons. Et c'est le problème de l'optimisation distribuée de l'entraînement des réseaux de neurones sur plusieurs machines. Alors il y a plusieurs manières de faire ça, il y a une manière très très simple. Donc il y a une idée très simple qui remonte à loin. En fait, je pense que les premières expériences dans ce domaine avaient été faites par Yoshua Bengio dans les années 90, mais il y a même des gens au début des années 90 en fait, en Allemagne et en Suisse qui travaillaient sur des architectures parallèles, qui avaient implémenté des réseaux de neurones sur l'architecture parallèle. Urs Müller, par exemple, à Zurich, à la fin des années 80, début des années 90. Donc c'était un sujet un petit peu chaud à la fin des années 80. C'est un petit peu tombé en désuétude. Et là, c'est revenu à la mode, bien sûr, parce que nos réseaux de neurones maintenant sont grands, et puis on a plein de cartes GPU pour les faire tourner. Alors donc il y a une idée très simple qui consiste à diviser l'ensemble d'apprentissage en morceaux, à donner un morceau à chaque processeur ou à chaque nœud si on a une machine, un cluster par exemple. Et ce que fait chaque machine, c'est que chaque machine calcule son gradient sur un mini-batch. Ils font tout ça en même temps et communique son gradient à un serveur central. Donc envoie le gradient sur son mini-batch à un serveur central. Ce que fait le serveur central, il fait la moyenne de tous les gradients, il met à jour le poids et il redistribue les poids à tous les CPU ou les GPU. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la parallélisation par les données, c'est-à-dire que le réseau lui-même n'est pas partagé, ce sont les données qui sont partagées. Et il y a deux manières de faire ça, une manière synchrone, dans laquelle tout le monde marche en même temps, envoie tous ses gradients, lui attend que tous les gradients arrivent, met à jour le paramètre, et puis renvoie les paramètres, et ceux-là attendent que le paramètre leur soit renvoyé avant de passer au mini-batch suivant. Donc ça, si on a une structure de réseau de communication à faible délai, ça marche relativement bien. Donc ça s'appelle Synchronous Parallel SGD. Mais il y a une limite sur le nombre de machines qu'on peut utiliser comme ça. En général, ce sont des cartes GPU qui sont dans la même machine. C'est-à-dire si on veut faire ça sur plusieurs machines, il faut des systèmes de communication assez rapides et à faible délai pour que ça soit intéressant. Et il y a un autre problème, c'est que on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine taille de mini-batch par GPU. Donc typiquement, les tailles de mini-batch par GPU ne peuvent pas descendre en dessous de 16 ou 32. En dessous de ça, on perd de l'efficacité. Et ce qui veut dire que quand on multiplie le nombre de GPU sur lequel on veut faire le parallélisme, on se retrouve avec des mini-batch de taille grande. Et en fait, ce n'est pas bon pour l'optimisation. Le résultat est moins bon quand la taille du mini-batch est trop grande, parce qu'on ne profite pas des fluctuations qui ont un effet régularisateur. Et puis par ailleurs, on ne profite pas non plus du fait que le gradient stochastique du coup, est plus rapide que le gradient batch, parce qu'on se retrouve avec des batchs de taille de 1000, 2000, etc., de taille effective. Alors il y a une version asynchrone dans laquelle les nœuds individuels en fait, envoient leur gradient et n'attendent pas le résultat, continuent de travailler. Une fois de temps en temps, ils récupèrent le résultat. Et puis, bon, des versions dans lesquelles oui, enfin, donc ça s'appelle Asynchronous SGD. Alors là, l'algorithme qu'on a proposé, qui s'appelle Elastic Average SGD, donc c'était publié à NIPS juste cette année, c'est une
technique tout aussi simple dans laquelle les nœuds individuels en fait, ne communiquent pas des gradients, mais communiquent des poids. C'est-à-dire que chaque nœud en fait, fait l'optimisation complète du problème sur ces données. La seule différence entre chacun de ces nœuds, c'est qu'ils voient les données dans un ordre différent. Donc ils ne font pas tous la même chose, ils font des choses différentes simplement parce qu'ils voient les données dans un ordre différent, mais ils ont tous la totalité des données. Donc ils font un certain nombre d'updates, donc un certain nombre de mini-batchs. Et quand le temps le permet, ils envoient au paramètre central leur poids local au serveur de paramètre central. Et le serveur de paramètre central se met à jour avec ce poids local. Alors évidemment, le problème de ça, c'est qu'il n'y a rien qui empêche ces nœuds de diverger complètement les uns des autres en fonction de ça. Donc on met un régulariseur qui est un espèce de terme élastique qui dit que chacun de ces individus en fait, ne peut pas s'éloigner trop de la dernière valeur qu'ils ont eue du paramètre. Donc on peut voir ça comme une fonction de coût de ce genre-là, dans lequel chaque travailleur, donc c'est une somme sur chacun des nœuds ici, donc chacun minimise sa petite fonction de coût d'une certaine manière, et il y a un terme de régularisateur qui est un terme élastique, une espèce de force élastique, qui attire les paramètres de chacune des boîtes vers le paramètre central, le x tilde. Et une fois de temps en temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun des nœuds envoie son poids au serveur de paramètres qui met à jour son propre vecteur de paramètres. Mais en fait, il les met à jour un tout petit peu, c'est-à-dire que la règle de mise à jour est quelque chose de ce type-là. Donc chaque nœud en fait, se met à jour avec un gradient tout bête. Simplement, il y a un terme régulariseur qui dit ne t'éloigne pas trop quand même du paramètre central. Mais, donc cette valeur n'est mise à jour dans le travailleur qu'une fois de temps en temps. Et puis le paramètre central, lui, se met à jour aussi une fois de temps en temps en calculant, en étant attiré. On peut voir ça par une espèce de force d'attraction vers la moyenne de tous les poids des autres nœuds. Il y a plusieurs hyperparamètres à identifier là-dedans, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une version de ça en fait, qui marche très bien, qui consiste à utiliser le momentum SGD dans chacun des travailleurs. En fait, ça marche beaucoup mieux que si on utilise le SGD normal. Et ça amène des accélérations non négligeables en fait. Donc ça, c'est avec simplement 4 processeurs. C'est des expériences qui ont été faites à NYU pour entraîner un réseau de neurones assez grand, un réseau convolutif sur la base de données ImageNet. Donc c'est quand même assez efficace. C'est utilisé en production à Facebook. Je crois que c'est utilisé en production par d'autres compagnies également, en tout cas des choses très similaires. Baidu, je crois, utilise ça assez en production aussi. Google, je ne sais pas. J'ai l'impression que Google utilise plus des techniques genre asynchronous SGD ou synchronous SGD, ouais. Donc parallélisation sur des machines. Downpour aussi est une technique qui vient de Google, c'est une espèce de asynchronous SGD. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Cordelia Schmidt de INRIA Alpes